Alors vous touchez du doigt quelque chose qui est extrêmement important pour nous et qui est ce que j'estime être un scandale démocratique, et je me permets d'ailleurs d'en profiter pour remercier les Réunionnais dans leur ensemble, parce que depuis que je suis à l'île de la Réunion, j'ai un traitement médiatique correct. Je ne suis pas hyper médiatisé, mais tous les médias, ou à peu près tous, mais tous les médias m'ont accordé un entretien, ont fait un reportage. C'est normal, je suis tête de liste d'une liste qui a beaucoup de choses à dire. En revanche, effectivement, en métropole, ce traitement n'existe pas. C'est-à-dire, je suis invisibilisé systématiquement. Alors, on a lancé j'ai écrit au président de l'ARCOM, l'ancien CSA. C'est pas la première fois d'ailleurs que j'écris. Ça fait au moins 7, 8, 9 fois depuis des années. Et en évoquant le fait que notre chaîne de télévision UPR TV a dépassé les 96 millions de vues cumulées sur Internet, ce qui en fait la chaîne d'un parti politique français le plus suivi sur Internet. Et personnellement, j'ai fait plus de 20 vidéos qui ont dépassé le demi-million de vues et 7 vidéos qui ont dépassé 1 million de vues. Il n'y a pas d'autre politique. Donc on a expliqué à l'ARCOM qu'il n'était pas normal que j'ai 0 heure, 0 minute et 0 seconde sur l'ensemble des grands médias métropolitains. Sur ces sujets, par exemple, comme l'immigration, qui est un marqueur de droite et d'extrême droite, nous, on a un discours très différent des autres. Jamais nous nous en prenons aux immigrés, jamais nous ne faisons de chasse aux faciès sur le racisme, etc. En revanche, nous, ce à quoi on s'attaque, c'est les organisateurs de tout ça. C'est qui est-ce qui organise ces flux migratoires. Par exemple, la Réunion est particulièrement concernée par la question de Mayotte, et donc des flux qui viennent des Comores. Et nous, ce que nous apportons comme pierre au débat, c'est que entre ceux qui invectivent les immigrés et ceux qui disent qu'il faudrait faire je ne sais pas quoi, au contraire laisser toutes nos frontières ouvertes, nous pensons qu'il faut rester raisonnable. Il faut que la France, par exemple, aide au développement des Comores, et qu'on donne l'argent qu'on verse par milliards, dizaines de milliards à l'Ukraine. On ferait mieux d'aider au développement sanitaire, écolier, économique, touristique, par exemple, de l'archipel des Comores, où la France a une responsabilité historique d'ailleurs, ce qui, de ce fait, freinerait et même casserait le flux migratoire vers Mayotte. Mais nous disons également qu'il faut s'en prendre à ceux qui financent. Parce que les Mahorais, les Kwassa Kwassa, ce sont des navires qui sont fabriqués sur place, mais il faut un moteur. Or, les gros moteurs Yamaha, ils font un trajet jusqu'à être saisis par la gendarmerie française. Or, ces moteurs coûtent beaucoup d'argent. Et qui finance ça? Personne jamais ne dit qui finance ces flux migratoires. Nous, on le sait, enfin, on apporte ce que nous croyons savoir, c'est l'Émirat du Qatar. L'Émirat du Qatar qui, d'un côté, rachète le PSG à Paris, l'hôtel Martinez, finance le divorce de M. Sarkozy. Donc on fait copain-copain avec l'Émirat du Qatar, mais le même Émirat du Qatar finance les flux migratoires, finance les frères musulmans dans les banlieues françaises. Donc il faut savoir ce que l'on veut, et il faut savoir que la France récupère sa souveraineté, son indépendance nationale, restaure l'autorité de l'État et se fasse respecter de tous, y compris des prétendus alliés que nous avons et qui sont parfois nos pires ennemis. Je pense tout à fait, et notamment aux États-Unis d'Amérique. De Gaulle, en 1966, il a fermé toutes les bases américaines qui existaient en France. Il a pris ses distances parce qu'il avait bien compris que les États-Unis d'Amérique étaient en train de coloniser l'ensemble de l'Europe occidentale et voulait nous transformer en colonie américaine. Et donc il avait demandé aux Américains de dégager, de laisser, de sortir de France. Un certain nombre de nos partenaires, comme par exemple l'Allemagne, a toujours sur son sol des bases militaires américaines. Et De Gaulle avait dit, cette parole qui se voulait prophétique, il avait dit à Alain Peyrefitte, lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN disparaîtra. Et en fait, pour une fois, De Gaulle s'est trompé. Le pacte de Varsovie et l'Union soviétique se sont désintégrés. Et l'OTAN, au lieu de disparaître en parallèle, s'est au contraire agrandi par la volonté des États-Unis en faisant entrer tous les pays de l'Est dans l'OTAN, alors même que George Bush père avait promis à Gorbatchev que l'OTAN n'en profiterait pas de la désagrégation. Et on ne peut pas comprendre les problèmes actuels, notamment en Ukraine, si on ne comprend pas que les Américains sont sans foi ni loi et qu'au lieu de tenir pas leur promesse
de ne pas profiter de l'effondrement du camp socialiste pour avancer leurs pions. Ils ont au contraire avancé leurs pions au point même de vouloir faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui est à l'origine d'ailleurs du conflit actuellement en Ukraine. Je n'ai pas dit que c'était une solution miracle. Ce que nous disons, c'est qu'il est absolument fondamental que les Français récupèrent leur indépendance et leur souveraineté nationale. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien de faire des campagnes électorales, puisque tout est décidé à Bruxelles, à la Commission européenne, à Francfort, à la Banque centrale européenne, à Washington, pour ce qui concerne l'OTAN, la politique étrangère et la politique de défense. Donc tout le reste, ça vide de sens la démocratie. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus de Français, sans bien comprendre ce qui se passe, se détournent des urnes parce qu'ils savent qu'ils votent à droite, ils votent à gauche, ils ont toujours la même politique. Donc moi, je n'ai pas parlé d'une solution miracle, j'ai parlé d'une solution vitale. Il faut que la France récupère sa souveraineté et son indépendance. Le deuxième point, c'est que je m'inscris totalement en faux avec ce que vous venez de dire. Vous répercutez ce que l'on entend dans les médias français, selon lequel les Britanniques se mordraient les doigts d'avoir fait ce qu'ils ont fait. C'est tout à fait inexact. Tout ceci est fondé sur une campagne régulière faite par le journal britannique de gauche, le Guardian, qui était très anti-Brexit, et qui fait régulièrement des sondages, alors on sait ce que valent les sondages, par un organisme qui s'appelle Opinium, dont le chef travaille à la Harry Truman School of Government, qui se situe dans l'université du Missouri. Vous voyez que je connais mes dossiers. Et cet institut de sondage publie régulièrement des sondages calamiteux sur le fait que les Britanniques seraient effrayés d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Mais c'est totalement faux. Pour juger des résultats d'une politique, il faut prendre non pas des sondages, mais des résultats macroéconomiques. Et l'on constate quoi ? On constate que, en matière de taux de chômage, au Royaume-Uni, c'est moitié moindre qu'en France. L'endettement public est moindre qu'en France, il serait difficile de faire plus. Le taux de croissance est supérieur à la France, l'inflation est à peu près égale, le SMIC au Royaume-Uni était 15% inférieur au SMIC français en 2016, il est aujourd'hui 10% supérieur. Mieux encore, il n'y a que 5% des Britanniques qui sont au SMIC, tous les autres sont mieux payés. En France, il y a 17% des Français qui sont au SMIC. De telle sorte que le niveau de vie des Britanniques a beaucoup grimpé depuis 2016 jusqu'à maintenant par rapport au niveau de vie des Français. Cerise sur le gâteau, on apprenait il y a 3 jours que le Royaume-Uni vient de dépasser la France en termes d'exportateurs. Désormais, le Royaume-Uni est le 4e exportateur mondial. Mais ce que je veux dire, c'est que le tableau qui nous est dressé par les médias français sur le Brexit est un tableau archi-faux, que, au contraire, les Britanniques sont très contents de constater l'augmentation de leur niveau de vie. Et s'il y a effectivement un ressentiment au Royaume-Uni, c'est non pas parce qu'ils ont décidé de faire le Brexit, mais parce que ce Brexit n'est pas du tout complet, puisqu'il y a encore des quantités de réglementations européennes qui n'ont pas encore été supprimées, comme le voulait Nigel Farage. Mais rappelez-vous que Nigel Farage, qui était l'organisateur du référendum, enfin celui qui avait demandé le référendum sur le Brexit, c'est pas lui qui l'a mis en œuvre, ce sont les conservateurs. Or, les conservateurs étaient hostiles au Brexit. Donc, il faut bien comprendre que le Brexit a été mis en œuvre par des gens qui étaient contre. Les gens opposent l'Union européenne à... Ils croient que le contraire de l'Union européenne, c'est être un pays isolé. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez des pays, la Suisse, la Norvège, l'Islande. Ce sont les 3 pays d'Europe occidentale qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne et qui ont refusé l'euro. Or, si vous allez regarder l'indice de développement humain du programme des Nations Unies pour le développement, c'est un indice composite. C'est pas moi qui le fais, c'est l'ONU. Ça s'appelle l'IDH, qui tient compte du PNB par habitant, du PIB par habitant, qui tient compte de la participation des femmes à la vie publique, je crois, l'espérance de vie à la naissance. C'est un indice composite. On découvre que les 3 pays que je viens de citer sont ceux qui sont les plus développés. Et je peux vous assurer, si vous êtes déjà allé en Suisse, que c'est un pays qui est très ouvert et qui, contrairement à une légende, sa richesse n'est pas fondée uniquement sur des banques. C'est un grand pays industriel. C'est un pays qui, d'ailleurs, se garde bien d'entrer en conflit avec la Russie en ce moment. C'est un pays de 9 millions d'habitants, qui est grand comme une grande région française, donc qui est beaucoup plus petit que la France, beaucoup moins peuplé que la France, et où les gens sont heureux, et où les gens mènent la politique qu'ils souhaitent mener, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont refermés du monde. Je
je vois que des Réunionnais craignent que si on sort de l'Union européenne, il y ait une quantité de subventions qui nous soient retirées. D'où viennent ces fonds de l'Union européenne? Ça vient de la France. La France, chaque année, donne 10 à 12 milliards d'euros de plus à l'Union européenne que nous n'en recevons. Donc ce que nous recevons de l'Union européenne, en fait, c'est une partie seulement de l'argent que la France a versé. De telle sorte que si nous sommes sortis de l'UE, nous pourrons donner les mêmes subventions, sauf que cette fois-ci, ça sera le drapeau bleu, blanc, rouge, et on aura 10 à 12 milliards d'euros de plus à investir, par exemple, dans l'outre-mer français. De ce point de vue-là, la Réunion, d'ailleurs, n'est pas la plus mal lotie. Je pensais à Mayotte, je pense à la Guyane française, où il y a des gros travaux d'investissement colossaux qui doivent être faits. Et pendant ce temps-là, on donne cet argent à l'Ukraine. Personnellement, je trouve ça scandaleux. Normalement, le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'État, comme l'ARCOM, comme la commission des sondages, ça fait partie de tous ces contre-pouvoirs qui devraient agir pour le bien-être de la démocratie. Le problème, c'est que tout ceci est vérolé, parce qu'à la tête de tous ces organismes, vous avez des amis du pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas vous avez des gens, tout le monde sait bien que M. Fabius, M. Juppé sont en contact étroit avec l'Élysée. Donc là, vous faites allusion, par exemple, au rejet par le Conseil constitutionnel de la volonté du groupe Les Républicains de faire un référendum sur l'immigration. Personnellement, je considère que le Conseil constitutionnel est absolument déplacé pour faire ça, parce que ça veut dire qu'il se juge au-dessus du peuple français, en fait. Et donc il faut en revenir aux fondamentaux de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. C'est dans l'article 1 ou l'article 2. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par la voie du référendum ou par ses représentants, mais qu'il ne l'exerce pas par le gouvernement des juges du Conseil constitutionnel. Donc là, c'est un déni de démocratie. Nous, dans notre programme à l'UPR, il y a la nécessité, nous sommes en faveur d'un recours beaucoup plus massif et important au référendum. Notre modèle, c'est un peu la Suisse, avec les votations. Et je vous l'ai dit, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, c'est un pays très démocratique. C'est un pays où il peut y avoir des référendums, le référendum d'initiative citoyenne. Alors là aussi, on ne sait pas ce que va faire le Conseil, mais ce n'est pas normal. C'est pas 9 personnes qui sont au Palais Royal, qui n'ont jamais mis les pieds à Mayotte, ou en tout cas qui n'y vivent pas, et qui ne vivent pas non plus à l'île de la Réunion. Ça n'est pas à ces 9 personnes de décider ce que veulent les Français. Voilà. Le problème du droit du sol se pose à Mayotte, de même qu'il se pose aussi en Guyane, puisqu'il y a des afflux massifs de Haïtiens ou de Surinamiens ou de Brésiliens qui arrivent dans le département de Guyane. Donc, à mon avis, là, il faut que la loi corresponde aux besoins des peuples. Or, actuellement, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, il y a à peu près, tous les sondages montrent que 70 à 75% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Moi, je suis pour la paix, je suis pour la bonne entente entre les peuples. Il faut arrêter l'immigration. Arrêter l'immigration en France pour permettre justement aux nouveaux venus de s'intégrer, de s'assimiler, parce que la France a un génie assimilateur. S'agissant de Mayotte, personnellement, je suis favorable en effet à ce qu'on supprime le droit du sol à Mayotte ou en Guyane. Mais encore une fois, moi, nous ne stigmatisons pas, parce que c'est des pauvres gens souvent qui viennent, parce qu'ils voient évidemment Mayotte, c'est un département français, il y a un mode de vie considérablement plus riche, et donc ils vivent dans la misère. Donc il faut être humain, et je pense encore une fois que l'argent que nous consacrons à l'Ukraine, où on n'a aucun intérêt, si ce n'est que d'être les supplétifs des États-Unis, mais une partie de ces milliards, si on en envoyait au gouvernement de Moroni pour qu'il développe son économie, eh bien ça, et que développe l'éducation, qu'il y ait la santé, je pense qu'on freinerait beaucoup l'immigration vers Mayotte. Ce qui me paraît fondamental, c'est que il y ait quand même une majorité pour gouverner. Ça, c'est bien. C'est un des acquis de la Ve République. Mais l'idée de Mme Braun-Pivet d'insuffler un peu de proportionnel, je trouve que c'est une bonne idée, parce qu'il n'est pas normal que, par exemple, un parti comme le nôtre n'ait 0 député. Donc, même, par exemple, en 2019, nous avons... je parle, par exemple, aux élections européennes. Il faut voir aussi quel est le seuil
Aux élections européennes de 2019, au niveau national, nous avons fait 1,2%. Nous serions en Allemagne, je serais député européen, puisqu'il faut dépasser 1%. En France, ça a été fixé à 5%. J'espère que cette année, nous allons dépasser 5%. Donc là aussi, il faut voir quelle est la proposition exacte de Madame Braun-Pivet, mais je pense que ça serait bien. Cela étant, c'est pas ça qui va régler les problèmes de la démocratie française. Les problèmes de la démocratie française, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est que la quasi-totalité des choix stratégiques ne sont pas pris par l'Assemblée nationale. Ils sont pris, je le répète, la Commission européenne qui a le monopole de l'initiative des directives, ça c'est important. Même les chefs d'État et de gouvernement, même les parlementaires européens ne peuvent pas proposer un projet de directive. La Commission européenne a le monopole. Alors ce sont des gens non élus, des technocrates venant de 27 pays qui sont sujets au lobby. Il y a 5500 lobbyistes enregistrés à Bruxelles, le lobby de Big Pharma, le lobby du big business agroalimentaire, etc. Donc ça ne va pas. De la même façon que notre monnaie est gérée à Francfort et notre défense et notre géopolitique est gérée à Washington.